continuellement en contact avec le savoir de ce qui doit être fait. Bon, le fait d'essayer de définir des objectifs, des buts, c'est sûr que seulement les pensées, ça nous mène à peu près à rien. Les écrire, c'est un peu mieux. Maintenant, il faut les lire, de temps en temps. Écrire ses buts, c'est un peu comme parler. C'est mieux que penser. Sauf que l'homme doit toujours être en état d'attention, c'est-à-dire qu'il doit savoir que les objectifs et buts qu'il se définit ne sont pas nécessairement des objectifs et buts absolus. Donc, l'être humain a la possibilité, et il doit s'en servir, de changer d'objectif ou de but à chaque respiration s'il le faut. Celui qui définit un jour certains buts doit les remettre en question comme il doit remettre en question ses croyances, ses spéculations, ses concepts, ses foi, etc. Le but, avoir une meilleure santé. Est-ce que j'ai une raison intelligente d'avoir une meilleure santé? Ou si je veux avoir une meilleure santé parce que je suis écœuré d'être malade? Et dans 2 semaines, on relit les buts et on se demande si ou on fait mieux que ça. On ne relit pas les buts, on réécrit les buts. D'autres buts. Et puis après ça, on compare les deux. C'est la même chose? C'est correct. Ça me va toujours. C'est différent. Les vieux buts, on les met aux poubelles. Et si on veut faire un peu mieux, et si on est capable d'arriver à supporter un peu plus l'instantanéité, ben, tous les 2 semaines, on réécrit ces buts et on ne les compare pas aux autres buts. Les autres buts n'ont aucune importance. Quel que soit ce qu'on va écrire, de toute façon, en regardant ce que nous sommes ou ce que nous voulons faire, on écrit et on jette la vieille feuille, on écrit sur la nouvelle feuille. L'écriture nous instruit et on jette, on ne conserve jamais son journal de vie. On va le relire de temps en temps et savoir ce qu'on a fait. Chaque jour, on ouvre une nouvelle page qui doit effacer les autres et on inscrit dedans les choses que l'on fait, les choses que l'on va faire et ce que nous sommes. Alors, écrire ses buts sans attendre pour mieux aligner ses énergies, c'est intelligent, à la condition que les buts ne deviennent pas à un moment donné un carcan d'évolution, c'est-à-dire que le but ne devient pas un phénomène expérimenté, expérientiel. Le but de l'homme, c'est l'évolution. Ben, c'est une vraie farce. L'une des fonctions de l'homme est évidemment, ou l'une des possibilités de l'homme, ou l'un des rôles de l'homme, est de s'améliorer. Mais il faut avoir une raison de s'améliorer. Première raison qui pousse l'homme à s'améliorer, fuir la souffrance, fuir la peur, fuir l'obscurité. C'est une raison qui, cosmiquement, est intelligente, mais qui, humainement, est émotive. Deuxième raison, humaine et cosmique, trouver pour chacun une raison intelligente de faire ce que l'on fait. Pas juste savoir pourquoi on fait, mais confronter ce que nous faisons ou la raison pour laquelle nous le faisons à une logistique mentale ou à une intelligence écologique ou à une intelligence supramentale. Et on peut écrire les buts, et réécrire les buts, et écrire les buts, et écrire les buts, et écrire les buts, et c'est parfait. Mais si on écrit les buts pour pouvoir cristalliser ce que nous devons faire, non. Dangereux. La mémoire écrite devient plus drastique que la mémoire émotive ou la mémoire astrale. Elle s'oublie plus lentement. On dit que les écrits restent. Alors, lorsqu'on écrit, il faut savoir que le papier, lorsqu'on écrit quelque chose d'autre, on doit détruire. On doit rejeter. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on peut relier à ça la conséquentialité? Ben, ça va de soi. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est un peu aussi la question. Qu'est-ce qui doit être fait? Ben, il doit être fait tout ce qui donne des conséquences qui sont logiques pour la personne qui fait. Le problème, c'est que l'homme essaie toujours d'avoir une moralité du bien et du mal ou une conséquentialité morale collective plutôt qu'individuelle. Faites n'importe quoi. Mais faites ce que vous pensez ou faites ce que vous êtes sûr qui doit être fait. Et si un autre vous dit, ben oui, oh non, qu'est-ce que t'as fait là? C'est niaiseux.
C'est niaiseux dans sa conscience, c'est niaiseux sur son point de vue. Mais ce que vous avez fait ne le regarde pas. Même si ça le touchait. Ça ne le regarde pas du point de vue de la conscience de ce que vous faites. Alors, vous faites une chose. L'homme ancien dit souvent, oui, mais quelqu'un qui parle comme toi, c'est exactement comme s'il disait, faites n'importe quoi, faites tout ce que ça vous tente. C'est ça que je dis aussi. Faites tout ce que ça vous tente. Mais faites pas tout ce que les autres ou ce que l'extérieur induit chez vous comme tentation. Est-ce que vous pensez que violer du monde dans la rue, c'est quelque chose qui est conséquentiel et correct? Non, alors vous ne violez pas. Alors un jour, ça vous tente de violer quelqu'un. Oui, moi je vous demande, faites ce que vous êtes sûr qui doit être fait. Si vous vous dites, ben ça doit être fait, si je le pense, c'est que je dois violer, ben violez-la, ou violez-le. Vous êtes un violeur. Hein? Le tueur, il tue. De mon point de vue, ce n'est pas correct, mais du sien, lorsqu'il tue, il est convaincu qu'il fait bien. Puis si on y met n'importe quel genre de philosophie culpabilisatrice dans sa tête, ben il va simplement tuer ou violer 2 fois plus. C'est tout. Ça ne change rien à l'homme. Alors, lorsqu'ils l'on dit à un enfant, fais ce que tu penses qu'il doit être fait, lorsqu'il va bouffer du caramel, puis qu'il va en bouffer plein, parce qu'il va se dire, après ça, il va vous dire, mais je pensais que c'est ça qu'il fallait qu'il soit fait. Ben, vous pouvez lui dire, c'est ton point de vue. Le mien, je pense qu'il faut que je donne une claque. C'est mon point de vue. Ben, flore. Puis il va finir par apprendre, c'est quoi la conséquentialité des choses. Il va comprendre qu'un jour, vous le chicanez pour rien. Et il va vous l'expliquer. Il va comprendre aussi que, oui, OK, tu sais, quand tu fais comme si tu savais que ça devait être fait, mais que tu le savais pas, mais au moment où papa, il pogne pas. J'ai coupé la queue du chat parce que, il y avait trop des chiens qui couraient après. Ben, coupez-y pas la queue. Mais il y a des moyens d'expliquer. Parce qu'évidemment, l'ego de l'homme, l'enfant, normalement, ne jouera pas ce jeu-là, mais les adultes le jouent souvent. Et ça, c'est ça qui fait peur à l'homme ancien, lorsque l'on dit, ben merde, réfléchissez, vous autres, puis faites ce que vous pensez qui doit être fait. L'homme ancien dit, interdit, réfléchissez pas, faites ce que la loi vous dit de faire. Loi morale ou loi légale? L'homme n'est pas fait pour la loi est faite pour régir l'homme, tant que l'homme est trop stupide pour arriver à comprendre l'intelligence de la loi. Lorsque l'homme comprend l'intelligence de la loi, il n'a plus besoin de la loi. Il est la loi. Ça va de soi. Ça rime, hein? Oui. C'était très, très, très important de saisir le phénomène parce que sinon on est toujours régi par l'intelligence collective, par l'intelligence d'autrui. Tu ne voleras pas parce qu'il y a un commandement à travers les 10 tables, c'est-à-dire la table que Moïse a réussi à sauver. Oui, parce qu'il y en avait 2, il en a échappé une, hein? Bon, il a cassé. Alors, il y a un commandement qui dit tu ne voleras pas ton prochain. Pourquoi? Parce que Dieu veut pas. Parce que Dieu se sent frustré lorsque quelqu'un vole quelqu'un? Non. Parce que c'est inconséquentiel, inécologique. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas de retour d'énergie. Ça va revenir sur la tête du voleur ou de la société qui accepte le voleur. Pas par punition divine, par réaction mécanique. Alors donc, lorsque l'être humain n'a pas d'intelligence, on lui en donne une archétypée, une collective, et on lui dit, vous êtes émotif, mais pas brillant. Alors, vu que vous êtes émotif, sachez que Dieu souffre lorsque vous volez. Comme ça, ben, si vous ne volez pas par intelligence, vous allez voler, vous ne volerez pas par émotivité. Lorsque l'être humain devient intelligent, ben, il doit comprendre que la loi, elle a une fonction. Mais on ne dit pas à quelqu'un, à un enfant ou à un adulte, tu ne dois pas faire ça, c'est illégal. Il n'y a pas un maudit enfant nouveau qui va accepter de ne pas faire une chose parce que c'est illégal, ou parce que ça fait pleurer le petit Jésus, ou parce que le juge transpire. Non. Donnez-lui une raison intelligente, pas une raison émotive. Tu sais, c'est illégal de brûler les feux rouges. C'est pas illégal, c'est con quand il y a des chars qui passent l'autre bord. C'est pas illégal, c'est con. C'est illégal pour les cons, mais c'est con pour les intelligents. Or, ce qui fait qu'à un moment donné, l'humain n'a pas peur de la loi, parce qu'il la comprend, ça n'existerait pas, il l'inventerait, il n'a pas peur.
Il n'a pas peur du policier, il n'a pas peur de l'avocat, il n'a pas peur du juge. À un moment donné, il y a un greffier qui vient chez lui, il regarde les choses, il se fait saisir chez ses bébelles chez lui. Il n'a pas peur, il sait qu'il y a une loi qui existe puis qu'elle a été bâtie par des humains suffisamment mentaux qui avaient une conscience intelligente de ce que c'est qu'une société, mais qui ont émotivisé cette conscience et qui ont créé une société comme la nôtre. Où le voleur a souvent plus de possibilités d'exprimer des droits que la personne honnête. Alors, il regarde les choses et puis il se sert de la loi pour pouvoir se défendre et puis quand il conteste ce qu'on lui amène et puis etc., etc. On se plaint, par exemple, d'un procès qui présentement vient d'aboutir et qui va évidemment être porté en appel. La cour d'appel. Ben, une chance qu'il y ait une cour d'appel. Parce que si les gars sont innocents, oh, une chance, une cour d'appel. Le problème, c'est qu'on va dire, oui, mais gars, ils ont blanchi puis les gars étaient coupables. La journée que c'est vous autres qui allez vous faire condamner et que vous allez être innocent, puis qu'on va avoir aboli la cour d'appel pour éviter que les criminels se fassent se remettre dehors, ben vous allez passer votre vie en prison. Alors, qu'est-ce qui est important? Que 3, 4, 15, 20, 100 criminels restent dehors à nos risques et périls ou que vous passiez votre vie en dedans parce que, justement, il n'y a pas de possibilité de reprise. La loi, quand on comprend la loi, elle fait plus peur, la loi. Puis on s'en sert de la loi. C'est le même phénomène. Pour tout ce qui va régir l'humain, lorsque l'on comprend l'intelligence d'une chose, ça change toutes les choses. Quand on te pose une question et que tu dis que tu vas chercher les réponses souvent dans les mémoires séraphiques, près du supramental, cela vient de l'expérience de l'astral. Exemple, un résumé de livre. Comment expliques-tu ce phénomène s'il n'est pas expérientiel? Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une personne fouille dans sa mémoire, cela peut être tout à fait existentiel, donc instantané. En ce sens que lorsqu'une personne fouille dans ses mémoires, il faut qu'elle soit tout à fait désassujettie de son émotivité, donc tout à fait consciente qu'elle fouille dans une mémoire et que cette mémoire n'a rien à voir avec la réalité. Lorsque, par exemple, moi, si on me pose une question sur telle ou telle chose, ben évidemment, je n'irai pas fouiller dans l'intelligence supramentale pour savoir ce que Belzébuth a fait dans l'Antiquité ou ce que Gengis Khan ou Hannibal a fait lorsqu'il a fait traverser les Alpes par ses éléphants. L'intelligence supramentale, l'intelligence ou la mémoire galactique n'a pas cette connaissance. Alors, par contre, elle me permet, moi, de rester ce que je suis, donc tout à fait vivant, et fouiller dans les annales akashiques planétaires pour aller voir ce qui authentiquement s'est passé dans une région, une localité spatio-temporelle que l'humain appelle le passé, et qui est spatio-temporalisé. Donc, il y a un emplacement dans le temps et un emplacement dans la matière. On parle donc d'Hannibal, on parle donc des Alpes, par exemple. Et on va aller chercher simplement lire, observer, voir, vibrer ce qui s'est passé à l'époque. Sauf que si moi, je suis obligé de fouiller dans mes mémoires en perdant la conscience de ce que je fais, alors là, je mémorise. Et là, je ne pourrais pas me connecter nécessairement à l'astral extérieur. Donc, je ne pourrais que fouiller dans mes mémoires expérientielles pour aller savoir ce que je sais sur ces phénomènes. Et il y a beaucoup de trahisons physiques. D'ailleurs, il y a des personnes en PMC, justement, qui ont appris comment découvrir ces trahisons physiques, parce qu'il y a des exercices qu'on fait où la personne doit justement, on appelle ça le jeu de la mort, où elle doit justement essayer de prendre conscience de chaque fois où elle est mémorielle, passée. Et puis là, on peut constater que physiquement, oculairement parlant, entre autres, ben, il y a un paquet de mécanicités qui permettent facilement à n'importe quelle personne avertie de savoir, bon, regarde l'autre, il fouille dans ses mémoires, bon, regarde l'autre, il fouille dans ceci, regarde l'autre, il extrapole dans le présent, regarde l'autre. C'est très facile à voir. Lorsqu'une personne entre en contact avec une mémoire extérieure ou même une mémoire personnelle ou une intelligence, disons, un contact supramental, si elle est tout à fait elle, il n'y a pas de problème de fouiller dans la mémoire. C'est comme lorsque vous regardez dans un livre. Mais en fouillant dans un livre, vous fouillez dans une mémoire. Sauf que si vous fouillez dans le livre et que quelqu'un vient vous parler et que vous l'entendez, vous n'êtes pas obnubilé par le livre, ben vous restez vivant. Celui qui fouille dans ses mémoires n'écoute plus ce que vous dites. Celui qui fouille consciemment dans de la mémoire, ben il écoute ce que vous dites, même s'il parle, même s'il fouille. Il est vivant. Pourquoi vivre l'expérience du PMC? Pourquoi des examens au PMC? Ah, ça, c'est un égo, ça, qui a peur de couler. Bon. L'être humain a besoin de l'expérience. L'expérience, ce n'est pas de l'évolution. L'expérience, c'est de la salvation. L'expérience permet de sauver l'homme.
Guillemets. Même double guillemets. Bon. Qu'est-ce que c'est l'expérience? L'expérience, c'est ceci. Il y a un être humain qui apparaît, qui naît, et puis qui a un contact avec de l'intelligence. Et en même temps, à chaque fois qu'il a le contact avec cette intelligence, il mémorise ce contact. Alors il crée de la mémoire, de l'expérience. L'expérience étant tout proche de sa conscience, tandis que le contact n'est pas à l'intérieur de lui, le contact n'est pas, il est partout, mais le contact n'est pas englobable par lui, par sa mémoire. Ce que l'humain appelle sa conscience. Le contact n'est pas englobable par sa conscience. Dieu n'est pas englobable par la conscience mémorielle limitée de l'homme. L'intelligence non plus. Alors, à un moment donné, cet individu, il finit par devoir apprendre qu'il est capable d'apprendre. Parce que s'il ne l'apprend pas, il ne le sait pas. L'individu doit, à un moment donné, et ça c'est le cas de toute la planète présentement, parce qu'elle a toujours vécu à partir de sa mémoire, ce qui fait qu'elle fait tellement référence à sa mémoire que toute sa programmation neuronique, que sa programmation émotive et vitale, l'oblige à faire référence au passé pour expliquer le présent. Alors cette personne doit donc apprendre. Tu prends un joueur de piano, tu prends un individu qui ne sait pas jouer du piano, et pour que lui s'autorise à jouer du piano instantanément et à composer, ben, faudra que tu lui instruises l'ego qu'il est capable. Parce que l'ego va se dire, oui, non, je suis pas capable de jouer du piano, moi. Bading, 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 c'est fini là. C'est pourquoi les orgues électriques avec les programmes qui tu sais, les notes se baissent même si tu les touches pas, puis qui jouent tout seul, marche tant. On dit que tu apprends à jouer de l'orgue comme ça. Oui, non. Tu n'apprends pas plus vite que c'est un piano. La personne, si elle se dit, ben, pour être bon, ça prend 3 ans, ben, dans 3 ans, elle va être bonne. Si un autre se dit, dans 15 ans, ça prend 15 ans pour être bon, ben, dans 15 ans, elle va être bonne. Sauf si un jour, quelqu'un passe par là et qui lui dit, ben, merde, t'es bon. L'autre, il fait 5 ans, oh, je suis bon, je suis pas bon, tu sais pas ce que c'est, le piano. Mais si tu réussis à la convaincre qu'elle est bonne, ben là, elle va changer son barème, puis elle va dire, je suis bon. À quoi ça sert l'expérience? À instruire l'ego, le maudit ego, que t'es capable. C'est simplement que tu es capable. Le gars qui invente le moteur explosion, ben il invente le moteur explosion. Il tripote, puis il l'invente, puis ça marche. Puis c'est compliqué en mot. T'as dit un moteur. Puis le gars qui la regarde quand il est monté, puis qui le démonte au complet, puis qui comprend plus, puis qui comprend rien, ben lui, il va falloir que tu l'instruises qu'il est capable de le remonter. On appelle ça la mécanique. T'as des mécaniciens, des génies. Ils écoutent, ils entendent. Ils savent, ils défont, ils arrangent, ça marche. Il n'y a pas un seul livre, il n'y a pas un seul professeur. Non, le gars, c'est un génie de la mécanique. Mais qu'est-ce que c'est qu'un génie de la mécanique? C'est quelqu'un qui a une intuition qui lui permet d'accepter qu'il est capable d'avoir un savoir instantané puis de savoir des choses. L'expérience, elle sert à quoi? Prenons l'expérience du PMC, vu que c'est la question ici. L'individu apprend à se relaxer d'une nouvelle façon. Pourquoi? Parce que les égos ici ne permettent pas au corps de se relaxer. Parce que les égos ne savent pas comment se relaxer. Parce qu'il faut que l'homme apprenne à se relaxer. Un enfant, il sait. Mais l'enfant, il ne sait pas qu'il sait. L'enfant apprenant qu'il faut qu'il apprenne tout pour savoir, mais finit par attendre qu'on lui montre à se relaxer parce qu'à un moment donné, il exprime qu'il ne se relaxe plus. Or, il devient un adulte qui est stressé, qui est pas relax, qui ne sait plus digérer, qui ne sait plus courir, qui ne sait plus rouler, qui ne sait plus un paquet de choses. Ouais, mais il les a expérimentés, il les a su. Non. Parce que ça, il ne les a pas appris à l'école, il n'a pas eu de diplôme. L'examen du PMC, il sert à quoi? Ben, on l'a déjà expliqué au niveau des personnes qui font le PMC, et ça sert simplement à éprouver l'ego. Pour éviter l'orgueil de l'évolution, le snobisme de l'évolution, où à un moment donné, moi, je suis sur le PMC 4, moi, ben, t'as un examen que tu coules. Alors toi, tu as le PMC 4, mais t'as coulé. Fait que là, la personne, ben, son ego, elle se vante pas trop. Sauf qu'elle coule pas. L'examen, il est hypocrite. L'examen, il est simplement le résumé de ce que la personne doit mémoriser. Parce que présentement, elle a besoin de mémoriser, parce que si elle mémorise ça, elle va être capable de se permettre de faire plus. Ça sert à ça l'expérience. Prenez je parle souvent des enfants, mais qu'est-ce que vous voulez, les enfants, c'est pas mal plus pur que beaucoup d'adultes. L'enfant va être capable de découvrir comment fonctionnent certains jeux, comment fonctionnent certaines choses, si on le laisse libre de démonter des choses. Moi, j'ai offert un ordinateur à un moment donné à mon jeune frère. Bon, il en voulait un, j'en ai acheté un. Puis ça m'a coûté cher à l'époque. Il était pas cher, mais moi, j'étais pas riche. Ça m'a coûté cher. Mais c'était brillant comme cadeau de fête.
2 mois après, je passe par là, puis il avait fait plein de trous dedans, puis il avait mis des petits LED, puis il a connecté ça à l'intérieur avec des babelles, puis bon. Là, quand il poquait certaines choses, ça s'illuminait de tête. Au prix que tu l'as payé, franchement, il aurait pu faire ses 3 heures. Ça, c'est l'ego qui, quand il voit l'ordinateur tout massacré, ben il se dit. Puis en même temps, ben non, c'est brillant, qu'il casse, mais qu'il apprenne avec. Puis après ça, ben, il a réussi à le connecter avec l'ordinateur de son voisin. Créer un périphérique, puis se servir de 2 ordinateurs, c'est juste des petits ordinateurs avec 64 codes de mémoire. Ben ça communiquait, puis ça marchait. Puis il en a sauté un. Je n'ai sauté un moutou. En tripotant dedans, à un moment donné, tu sais, pouf. Mais ça, c'est pas grave. Mais on interdit à l'enfant. L'adulte ne fera jamais ça. Moi, j'ai déjà défait tout au complet le système de son de mon auto parce qu'il y avait une cassette à tout pogner dedans. Puis le char était flambant neuf. Puis je me suis dit, pour moi, la garantie couvre pas ça. Alors, j'ai tout défait au complet. C'était mon premier char neuf. J'ai tout sorti. C'était l'hiver. J'ai amené ça sur la table de cuisine. J'ai sorti les quelques outils que j'avais. Puis j'ai tout démonté, tout défait en essayant de bon. Puis à fin de compte, j'ai tout remonté au complet. Puis ça marche. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Tout le monde va se dire quoi? Ben, je connais rien là-dedans. Moi non plus, je connais rien là-dedans. Mais ça m'empêchait pas de savoir. Les deux sont différents. Ça n'a rien à voir. Pourquoi vivre l'expérience du PMC? Parce que l'expérience instruit l'ego que le mental est capable de faire des choses. Quand l'ego sait que vous êtes intelligent, ben, il vous permet maintenant d'exprimer d'intelligence. Il arrive un événement dans votre vie, l'ego a peur, mais vous avez suffisamment d'énergie, c'est-à-dire que l'ego vous laisse aller. On va s'en occuper. Pourquoi tu dis on va s'en occuper? On va s'en occuper. La personne qui est simplement émotive, qui n'a pas l'expérience, dont l'ego n'a pas expérimenté la capacité du mental à agir, ben, elle ne voudra pas que le mental agisse, que l'intellect agisse. L'ego va carrément virer fou. Alors, il exprime un paquet d'émotions, il exprime un paquet de choses, puis il essaye d'agir là-dedans, tout à fait d'une façon inefficace. Les examens, ben, simplement pour ajuster l'ego à son potentiel d'orgueil. C'est simplement ça. Il n'y a pas un seul PM sensé qui a coulé jusqu'à date. Ils n'ont pas passé les examens, mais ça leur rien empêché. Quand tu regardes un examen, puis tu vois une note, tu dis, bon, mais tu vois, tout ce que tu n'as pas, là, c'est ça qu'il faut que tu saches, tout. C'est pas plus compliqué que ça. Tu peux leur passer n'importe quand, en attendant, on continue, mais il faut que tu saches ça. Puis, qu'est-ce que c'est qu'un examen? Ben, à un moment donné, parce qu'on enseigne comment respirer. Il y a beaucoup d'humains qui ne savent pas comment respirer, puis ils ne savent pas pourquoi il faut qu'ils respirent aussi. Sauf qu'il y a un axiome tout à fait PMC qui dit que l'homme ne peut contrôler parfaitement que ce qu'il connaît parfaitement à l'étape de l'homme transitif. Alors donc, ils doivent apprendre le système respiratoire, apprendre des choses pour pouvoir savoir pourquoi il faut respirer. D'ailleurs, les 3/4 de ceux qui ont appris ça ont cessé de fumer. Alors, ça n'a même pas si mal, ils n'ont même pas eu à se forcer. Ils ont eu un choc. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont arrêté de fumer. Pas tous, mais un bon paquet. Ils ont expérimenté une chose, et l'expérimentant, ben, il envoie l'intelligence, parce qu'évidemment, il y a d'autres phénomènes. Lorsque la personne passe son examen et qu'elle manque ces choses-là, ben, on lui demande, la personne qui a cessé de fumer, elle n'a pas l'examen, il est passé l'examen. Elle a oublié que ça, c'était la plèvre. Elle a oublié que... Oui, mais elle a cellularisé l'information. Alors, c'est pas nécessaire qu'elle fouille dans sa mémoire. Elle sait comment ça marche une respiration. Tellement cellularisé qu'elle a cessé de fumer. Alors, l'examen, c'est pas comme à l'école. Tu sais qu'à l'école, on apprend la frustration. Je sais que la pensée est involutive, mais quand j'ai un problème, j'ai peur de verbaliser ce que je vis. Je pense et je paralyse. Est-ce la peur de se prendre en main? C'est de l'orgueil. Je le répète, je vais le répéter encore suffisamment de temps, parce que la simple raison que c'est le phénomène que l'ego a le plus de difficulté à comprendre, c'est que vous devez arriver un jour à être capable de vous supporter. Mais l'être humain veut être supporté par les autres avant d'être supporté par lui-même. Alors, s'il veut changer, il sait que les autres ne le supporteront pas, alors il ne change pas. Mais l'évolution est individuelle. L'homme et la femme doivent arriver à se changer, à accepter, à se supporter, et puis au diable les autres. Celui qui veut verbaliser et qui a de la difficulté à verbaliser, c'est parce qu'il est trop orgueilleux. C'est-à-dire qu'il a peur de perdre la face, il a peur d'être entendu, il a peur d'un paquet de choses qui peuvent être conscients ou inconscients, mais ça ne change rien. L'être humain doit signer dans la matière ses transformations. La journée qu'il croit qu'il doit verbaliser, alors il doit verbaliser. Les autres vont penser qu'il est fou. Puis après, il y en a un paquet qui pensent déjà qu'il est fou, puis ils ne verbalisent pas. Alors au moins qu'il leur donne une raison de jaser. Qui parle? Parce que celui qui passe pour un fou parce qu'il évolue n'a pas besoin de
de l'accréditation d'autrui, du jugement d'autrui. On dit que le fou est l'ami du sage. Mais il y a rien que les fous qui ne peuvent pas discerner entre les deux. Alors, si on vous traite de fou parce que vous évoluez, c'est qu'ils ne sont pas capables de discerner que vous êtes sage. Je sais que la pensée est involutive. Dans un certain sens, oui. Pourquoi? Parce que la parole est évolutive. La parole permet d'exprimer une chose et d'apprendre lorsque l'on parle. Ceux qui n'ont jamais fait l'expérience, enfin, tout le monde l'a fait, mais ceux qui n'ont jamais conscientisé l'expérience, que lorsque l'on parle à quelqu'un, on finit par amener des solutions qu'on n'avait pas avant. J'ai peur de verbaliser ce que je vis. Verbaliser ce que vous vivez dans le sens exprimer émotivement ou dans le sens psychologique ce que nous vivons n'est pas une chose nécessairement évolutive. Ça peut être utile pour l'ego, ça peut être utile dans ce sens que ça supporte un peu plus ou ça permet de vous libérer de certains phénomènes énergétiques et émotifs internes. Sauf que parler, on doit parler simplement pour créer, pas pour brailler. Si une personne veut parler de ce qu'elle vit, elle doit parler en expliquant ce qu'elle vit, mais pas à l'autre, à elle. On ne dit pas à quelqu'un, tu sais, si ça arrive que je chiale, tu sais, c'est peut-être à cause que. C'est peut-être ou c'est ça. Bon. C'est à cause que je suis peut-être. Il y a toute une phénoménologie de la parole qui empêche l'humain de pouvoir apprendre par la parole, pour la simple raison que l'humain est manipulé à un point tel par les forces astrales, c'est-à-dire par la mémoire collective, que tout le phénomène tout l'apprentissage oral que vous avez vécu est un apprentissage qui vous interdit carrément de vous servir du verbe, pour la simple raison que vous servant du verbe convenablement, sachant parler convenablement, pas que des gros mots, en éliminant toutes les conneries, parler convenablement, ben vous seriez capable de vous supporter, de vous relier à votre intelligence, de vous centrer dans votre intelligence, de devenir un peu plus individuel au niveau de la conscience et d'arriver à supporter et à répondre de tous vos problèmes. On a fait des mini-PMC à un moment donné. Et lorsque je posais des questions à des gens, il y a des gens qui réellement ont fait le séminaire intensif sur l'homme nouveau. Ben, c'est le même phénomène. La première chose que l'humain apprend lorsqu'il fait ce séminaire-là, c'est de quelle façon il est manipulé. Mais il ne l'apprend pas exclusivement, expérientiellement. Il le vit. C'est-à-dire qu'il doit y goûter. Il doit le vibrer. Parle. Bon, tu vois-tu comment t'es con quand tu parles? Alors la personne va dire, non, je suis pas con. Elle va dire, c'est vrai que t'es pas con, mais ce que tu dis, est-ce que c'est con? Mais non, c'est pas con. Mais c'est pas con, mais ça veut rien dire. Alors là, je pose d'autres questions selon ce que la personne elle est, puis au fur et à mesure qu'elle parle, ben là, il y a des mots. Pourquoi tu dis tel mot? Oh, c'est une manière de parler. Ben, une manière de parler, ça veut dire parler comme tout le monde. Puis parler comme tout le monde veut dire évoluer comme tout le monde. Les manières de parler, ce sont des manières de penser. C'est donc pas vous qui pensez, c'est donc pas vous qui parlez. Alors lentement, la personne, elle finit par filtrer certaines manières de parler pour arriver à parler comme elle aimerait parler. C'est important, parce que la majorité d'entre vous, vous ne parlez pas ce que vous voulez dire. Vous pensez à quelque chose, vous vibrez quelque chose, c'est encore bien mieux, puis quand vous venez pour l'exprimer, tout croche. Imaginez-vous que l'humain n'est même pas capable de dire à quelqu'un « je t'aime » sans avoir un paquet de phénomènes émotifs là-dedans, ou sans le colorer par un paquet de cochonneries. Mais imaginez-vous quand il faut répondre à nos questions. On répond toujours par des servicieux, des loupes sans fin. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est l'univers. C'est quoi l'univers? L'univers, c'est la création. C'est quoi la création? La création, c'est Dieu. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est l'univers. C'est quoi l'univers? L'univers, c'est la création. C'est quoi la création? La création, c'est Dieu. Puis ça contente l'homme. Tu sais, on ne le manipule pas à penser, puis on ne le manipule pas à parler pantoute. Ben non. Il se contente de rien. Pas si pire, l'homme. La pensée est involutive. La parole est évolutive à la condition qu'on arrive à parler sans penser, donc qu'on arrive à parler sans être coloré. Et en parlant directement, on peut s'écouter. Puis les conneries qu'on dit, on les élimine. On ne s'excuse pas de les dire. On en prend conscience. Quand on en prend conscience, c'est comme si on ne les avait pas dit. On se désassujettit de la manipulation astrale. On se désassujettit de ce qui empêche l'humain d'évoluer et qui l'oblige à vivre dans son expérience et à expérimenter à la place. Vous savez, savoir que le feu brûle, il ne faut pas être génial pour ça. Sauf que l'homme, effectivement n'étant pas génial, doit se brûler pour savoir que ça brûle. On appelle ça, doit expérimenter. Tant qu'on n'aura pas expérimenté la guerre nucléaire, on ne saura pas si on va survivre ou non. Ça pèse dans l'esprit des militaires et des scientifiques de savoir si on va survivre ou non. Comme ils ne peuvent pas savoir, il faudra qu'un jour on l'expérimente. Parce que sinon, on ne saura pas
Il y en a plein qui dorment mal présentement, ils ne savent pas si on survit ou non. Il y a un paquet de pacifistes qui dorment mal. Il y a un paquet de révolutionnaires qui dorment mal. Il y a un paquet de pro-apocalypse qui dorment mal. Il y a un paquet de savants, un paquet de militaires, un paquet de monde qui dorment mal. Tu dois l'expérimenter. Le jeune, il ne sait pas que la drogue, c'est mauvais. On lui a dit. Il a appris. Et il ne sait pas. Il faudra qu'il l'expérimente. Quand il aura expérimenté, ben, il va faire comme bien du monde, il ne sera plus en état de le savoir. C'est quel problème? Puis on dit que l'humain est intelligent. Il est intellectuel. Il est mémoriel. Puis à un moment donné, ben, la drogue, tu sais. Tu n'as pas besoin d'expérimenter tout. Tu te poses la question, tu te réponds, puis tu sais. L'humain va de plus en plus expérimenter la parole, et l'humain devra de plus en plus arriver à se supporter. La personne qui ne peut pas verbaliser ne se supporte pas elle-même. Il y a des expériences qui sont faciles, puis quand j'en parle, ça fait rire les gens parce que c'est trop facile, puis les gens ne l'essayent pas. Un jour que je donnais un séminaire ici, il y a une personne qui nous expliquait qu'elle était capable, puis que... Alors j'ai pris un gros miroir, j'ai pris une chaise. J'ai pas besoin de ça, mais fallait! Si t'as pas besoin de ça, ça dérangera pas que tu le fasses. C'est si facile, t'es capable. Fallait, puis cesse de rire. Tu ris de toi. C'est toi que tu vois. Ben là, sur sa petite chaise, là, une petite chaise bien niaiseuse, ben la personne était bien niaiseuse. Puis elle a tourné, puis elle se grattait, puis elle riait, puis elle comprenait que OK, j'ai compris ce que tu veux, là, tu sais, là, fait que c'est correct. Ah, tu l'as compris, non, tu l'as appris. Tu le vibres pas encore. Maintenant que tu l'as compris, tu le refuses. Tu l'as pas compris. Tu l'as appris. Maintenant que tu sais ce que je veux faire, là, tu connais ce que je veux faire, ben tu le refuses. Reste dedans, ou va-t'en. Mais c'est quelque chose. Puis au prix que tu payes, t'es pas pour venir me niaiser ici. Fait que tu vas apprendre ce que tu es venu chercher ou tu vas t'en aller puis on va te rembourser. C'est pas plus compliqué que ça. Puis après un bout de temps, la personne, ça commençait à aller. Puis là, ben c'est correct. Là, réellement, elle devenait un peu plus humble. Tu es capable de se regarder d'en face puis cesser de rire d'elle. Donc l'orgueil s'en allait. Et que ça paraît niaiseux. À la fin de la journée, elle me dit, tu sais, là, je le referais puis ça me dérangerait plus. Je dis, fais-le chez toi puis à poil. Tu vois, ça va continuer à le déranger. Parce que quand la personne est sûre que maintenant, il n'y a plus de problème, non, c'est qu'elle a maintenant expérimenté une chose. L'ayant expérimenté, cette chose-là ne la dérange plus. Mais donne-y une semblable, elle va recommencer encore à vivre le même phénomène. Il faut que l'être humain apprenne à se supporter. Il y a un paquet de phénomènes banaux. Sauf que l'humain veut avoir des trucs extrêmement compliqués parce que trop simple, il trouve ça trop niaiseux. L'humain est un être simple. Trouvez-vous difficile, comme moi, de toujours vous ajuster aux autres, qui ne vivent pas cette instantanéité de l'homme nouveau ou transitif? Non, j'ai aucune difficulté parce que j'ai pas d'orgueil. Trouvez-vous difficile comme moi de toujours vous ajuster, écrire avec un gros crayon foncé, puis bien apesé, puis souligné aux autres qui ne vivent pas cette instantanéité de l'homme nouveau ou transitif? Non, absolument pas. Premièrement, ceux qui ont de la difficulté à s'ajuster ne vivent pas non plus le phénomène de l'homme nouveau. Ils sont transitifs, par contre. Je n'ai aucune difficulté pour la simple raison que je n'ai pas d'orgueil. En n'ayant pas d'orgueil, je ne me pense pas supérieur à quelqu'un d'autre. Alors, je peux m'ajuster. Si cette personne peut s'ajuster à un enfant, elle peut s'ajuster à n'importe quel adulte. Mais étant donné que dans son concept d'homme nouveau ou d'homme transitif, elle considère l'adulte comme étant un égal à elle et qu'elle doit donc, elle s'oblige de considérer que l'adulte devrait être au moins aussi intelligent qu'elle. Si l'adulte n'est pas capable de supporter sa propre intelligence, elle la considère comme inférieure. Tandis que l'enfant, elle peut comprendre que l'enfant a encore le temps. Et ce qui arrive souvent. Rencontrer quelqu'un qui est sur la rue et qui vous crache sur un soulier, ben vous aimez pas ça. Là, vous le regardez dans les yeux, puis là, il fait « hé, 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 hé ». Ben là, vous comprenez. Là, vous l'excusez. Ah, ben oui, je ne. Puis s'il vous fait, puis il s'en va, vous sautez dessus avec un bat de baseball. Pourquoi? Parce que vous ne vous ajustez pas. C'est un phénomène extrêmement intéressant à observer. L'humain qui agit d'une certaine façon est un humain qui a une programmation soit génétique, l'handicapé, soit acquise, ce qu'on appelle l'homme normal, et puis qui vous crache le soulier, c'est qu'il est programmé, il est manipulé. Il n'y a pas une personne qui serait réellement dans son intelligence qui irait cracher sur le soulier de quelqu'un. Hein? Bon. Alors, en partant, si on est des hommes nouveaux ou des hommes transitifs qu'on se fait cracher dessus, ben on saute pas dans la face de l'autre.
Parce que si on saute dans la face de l'autre, on devient aussi programmé, réactionnaire. Il nous crache dessus, on saute dessus. Crachez dessus, il va vous sauter dessus. Ah, c'est quoi la différence entre un et l'autre? Il y en a un qui se prend au sérieux puis qui se catalogue comme nouveau, puis l'autre qui se prend au sérieux puis qui se catalogue tough. Mais il n'y a pas grande différence. Les deux sont pareils, avec un concept de référence qui est différent. Faut faire attention au snobisme de l'évolution, c'est absolument effarant. Trouvez-vous difficile comme moi de toujours vous ajuster aux autres? Ben absolument pas, comme je répète, vu que je n'ai pas d'orgueil, ce qui fait que j'ai aucun problème à m'ajuster aux autres pour la simple raison que les autres ne sont pas inférieurs à ce que je suis moi. Il y en a qui ont des grosses épaules, moi j'ai une grande gueule. C'est différent. À la dernière conférence, vous avez dit que vous parlez vite parce que vous ne vouliez pas que nous intellectualisions ce que vous dites. Doit-on comprendre par le savoir instantané ou par flash? Bon, comprendre par flash, c'est le même phénomène que comprendre par intelligence instantanée. La personne qui intellectualise, elle est dans un niveau vibratoire où elle a la possibilité d'intellectualiser. Il y a d'autres phénomènes. Le fait de parler avec de la puissance énergétique d'une façon plus lente amène, veut pas, créer une consonance vibratoire qui peut... Regardez ceci. La vibration mentale a un certain rythme qui est au-delà de la vitesse vibratoire de l'âme. La vibration amique a un certain rythme au-delà de la vitesse vibratoire du plan vital, donc de la vie. Celle-ci vibre plus rapidement que le corps physique. La forme du vocabulaire, c'est matériel. Ce qu'on entend, c'est matériel. C'est sonore. Le support est vital. C'est la voix. Et le verbe, il est au-delà du plan mental. Il n'est pas non plus enregistrable. Lorsqu'un homme parle avec de la puissance, je parle plus lentement, mais je ne fais pas encore ce que je vous dis. Lorsque l'être humain a de la puissance, il a la faculté de choisir des mots qui vont permettre à ces mots d'avoir une portée vibratoire telle qu'elle va automatiquement induire dans l'ego de l'homme, dans l'âme de l'homme, une vibration qui permettra à l'ego de mieux accepter, de mieux accréditer la parole de celui qui parle. Cela crée un phénomène intéressant qui permet à l'ego, donc à l'âme, de pouvoir plus facilement supporter la parole de l'orateur et d'induire à la longue une croyance, une foi, une déité. Lorsqu'un être humain se présente devant une foule et qu'il parle suffisamment lentement, non pas prononçant les mots lentement, mais avec beaucoup de temps mort. Ce temps mort est vivant. Lorsque la parole pénètre l'oreille d'un individu, elle le pénètre vibratoirement et sonorement. La partie sonore a été amenée au cerveau, décortiquée par la partie cérébrale qui interprète le langage et informe l'ego de la substance transportée par la forme, la parole. Tandis que l'énergie de la parole, le verbe, a la faculté, lui, de pénétrer le corps de l'homme. Le corps de l'homme. Non pas seulement par le biais de l'oreille, mais par le biais de la cutanéité de l'homme, son corps. Malgré que les vêtements créent une certaine protection en absorbant une partie du verbe, le corps absorbe suffisamment. Plus la parole est rapide, sans temps vivant, temps mort, plus l'énergie du verbe pénètre et moins l'ego, dans sa consonance vibratoire lente, moins l'âme a la possibilité de vibrer à ce qui est dit. Lorsqu'un homme ou lorsqu'un orateur qui a une certaine puissance énergétique parle de cette façon, obligatoirement, il induit dans l'âme des humains, dans la psychologie de l'homme, une vibration d'amour,
c'est le nom que va employer l'homme lorsqu'il va parler de la vibration émise par l'orateur. Lorsque l'homme nouveau parle et qu'il parle à un rythme relativement rapide, l'âme ne perçoit pas cette vibration parce que le flot est trop rapide pour elle. Alors l'homme amique, l'homme normal, va dire que l'homme nouveau ne semble pas avoir d'amour pour l'humain, pour ceux à qui il parle. La différence est de l'ordre de la vibration perçue par l'âme. Parce que celui qui parle avec de la puissance et de l'intelligence a automatiquement de l'amour pour l'homme. Parce que sinon, il ne parlerait pas. Il détruirait. Il animerait les contextes politiques et il enverrait l'homme dans la gloire de la guerre, dans la gloire de la drogue et dans la gloire du sectarisme, où la conscience individuelle de l'humain serait fusionnée dans une conscience de croyance collective. Lorsque l'être humain ou lorsque l'homme nouveau parle avec un flot plus rapide, automatiquement, il transcende la perception amour de l'âme qui écoute et permet une énergisation du plan mental plutôt que du plan amique, ce qui, bien que ça ne donne pas la connotation d'amour à l'ego ou à l'âme de l'homme, énergise suffisamment son mental pour lui permettre, sinon d'être choqué, de vibrer à un individu, disons, de vibrer à un point de vue de conscience plus individuel. Lorsque je parle plus lentement, un observateur pourrait prétendre que l'auditoire a une oreille religieuse, attentive. Même dans les temps morts, ce que j'appelle les temps vivants, où l'énergie peut maintenant faire vibrer un peu plus l'âme. Donc, même dans les temps vivants, on n'entend rien. On entendrait une mouche frapper un mur. Lorsque la voix est lente, l'ego est émerveillé. L'ego vibre. L'ego perçoit de l'amour de l'âme. L'ego perçoit de l'émotion dans la voix de l'âme. Parce que l'émotion, c'est-à-dire la connotation vibratoire qui permet à l'orateur d'entrer en harmonique vibration avec l'âme de l'auditeur, lui permet une transcension, lui permet de transcender l'omnubilité. Je prends des mots un peu plus compliqués pour permettre au mental de rester réveillé, lui permet de transcender l'omnubilité, de l'effervescence, de la cristallisation des dieux, c'est-à-dire que lorsque l'homme nouveau parle un peu plus rapidement, l'âme n'a pas le temps de créer le maître. C'est pourquoi lorsque je parle d'une façon plus arrogante pour l'ego, d'une façon plus rapide, plus dynamique. Et lorsque l'être humain n'a pas la certitude que l'orateur a de l'amour, il n'a donc automatiquement pas le besoin, la nécessité ou le vouloir, l'attraction de créer le maître. Celui qui, à un moment donné, finit par s'approcher de l'orateur, donc par m'approcher, entre autres, comme lors d'un séminaire, finit par se rendre compte qu'évidemment, l'orateur a de l'amour pour l'humanité. Mais un amour tel qu'il peut supporter le fait que l'homme puisse penser qu'il n'en a pas. Un amour qui n'a pas besoin d'être connu des autres. Un amour qui n'est pas orgueilleux. Un amour qui n'a pas besoin d'être su. Lorsque je parle donc plus rapidement, cela permet d'induire plus d'énergie au niveau du mental de l'humain. Cela permet de laisser l'ego ou l'âme absorber un peu moins de cette énergie. Cela permet donc à l'ego et à l'homme de non pas s'accrocher à une forme, à un maître, mais de plutôt se servir de la personne qui parle comme d'un outil qui permet d'augmenter la vibration, de même qu'un calorifère, un système de chauffage, permet de réchauffer la maison. On ne doit pas adorer le calorifère,
On doit se serrer les mains, se flatter les mains, se déshabiller, se réchauffer, se sentir bien. Mais on ne fait pas de culte. Or, c'est pourquoi je parle extrêmement, disons, rapidement. Et que je fais des farces de temps en temps. Ça brise un peu la monotonie du mental. Si tu n'avais pas vécu les expériences que tu as vécues jusqu'à cette question, serais-tu capable d'évoluer aussi bien que tu le fais présentement, te fusionner? Serais-tu capable de donner des conférences pour stimuler, énergiser ta connaissance instantanée? Bon, ce n'est pas une connaissance instantanée, c'est un savoir instantané. Si tu n'avais pas vécu les expériences que tu as vécues jusqu'à cette question, serais-tu capable d'évoluer aussi bien que tu le fais présentement au niveau de ma fusion? Serais-tu capable de donner des conférences pour stimuler et énergiser ta connaissance instantanée? Bon, premièrement, les expériences que j'ai vécues m'ont permis de découvrir que ces expériences-là ne servaient qu'à m'enseigner et à me passer d'elles. Donc, j'ai pu comprendre que lorsque l'être humain a de l'expérience, il a du temps. Et lorsqu'il a du temps, il perd son temps. Voilà. Bon. Alors, je n'ai pas besoin de l'expérience que j'ai vécue avant. Lorsque les personnes me demandent, oui, mais qu'est-ce que tu as comme expérience? Qu'est-ce que tu as fait? As-tu des diplômes? As-tu étudié en des places? As-tu voyagé? As-tu ceci? As-tu cela? Les seules fois que je réponds que je parle un peu de ce que supposément j'ai fait, c'est simplement pour permettre à l'ego de ceux qui veulent avoir un peu de référence, qui veulent me situer quelque part dans leur conscience, une satisfaction. Je leur donne de la satisfaction. Mais ça n'a aucune importance de savoir que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela, que j'ai fait cela ou que je vais faire ceci. Pour la simple raison que ce n'est pas sine qua non d'une évolution. Le Nazaréen a été crucifié, mais moi, je n'ai pas besoin d'être crucifié. Et le Nazaréen aurait pu se passer de la crucifixion? Peut-être. Une chose certaine, c'est qu'il a été crucifié. Moi, est-ce que j'aurais pu me passer de certaines choses qui me sont arrivées ou que j'ai fait? Peut-être. Mais je les ai fait. Et est-ce que tous doivent passer par les mêmes chemins que moi? Non. Non. Alors, à quoi ça sert de parler de ce que j'ai fait? L'expérience qui m'anime aujourd'hui, c'est-à-dire ce que je peux me permettre de faire aujourd'hui, n'est pas tributaire de ce que j'ai fait dans le passé. Cela dépend de ce que je fais maintenant. Ce que je fais maintenant dépend de ce que je fais maintenant. Ça ne dépend pas de ce que j'ai fait. En quoi les humains de l'hémisphère nord sont-ils les plus connectés sur le savoir? Êtes-vous raciste? Bon. Vous savez, être raciste, c'est quoi? C'est de prétendre à une supériorité raciale. Être raciste aussi, c'est prétendre à une supériorité tout court. Celui qui n'aime pas le voisin est un raciste. Oh, parce que ce n'est pas une race, disons que c'est un voisiniste. Mais c'est un racisme. Moi, on a une personne qui enseigne le programme Maître Contrôleur qui est un haïtien. Lui dit qu'il est un haïssable. J'ai goût. Et il enseigne le PMC. Et je connais d'autres haïtiens qui font le PMC. Et je connais d'autres haïtiens qui n'ont rien à voir avec le PMC. Et je connais d'autres blancs, je connais d'autres jaunes, je connais d'autres choses. Je suis raciste? Non. Mais est-ce que l'on peut dire, sérieusement, quand on rentre dans une ville comme, prenons l'exemple de Lima, où on voit des gens assis à terre, où on voit des rues sans canal, sans égout, où on voit une panoplie de choses que l'on appelle ici sales, est-ce qu'on peut prétendre que Lima est aussi belle que Montréal? Parce que si Lima est plus laide, c'est peut-être parce que tu es raciste. Lorsqu'à un moment donné, vous voyez, dans une région particulière, la majorité des individus marcher nu-pieds et être sales, c'est-à-dire que leur linge craque presque lorsqu'ils marchent, mais vu qu'ils transpirent beaucoup puis qu'il fait chaud, c'est humide, donc ça craque pas. Mais ça sent. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces êtres humains sont aussi propres que nous? Feriez-vous l'amour avec eux? Non, vous êtes raciste. Ou peut-être que vous êtes plus propre. Alors vous allez dire, ben oui, mais Christy, ils ne voient pas qu'ils sont sales. Ils voient qu'ils sont propres, à leur niveau de conscience. Alors, si tu es capable de les laisser à leur niveau de conscience et de ne pas vouloir les forcer à se laver tout le temps, tu n'es pas raciste. Tu es compréhensif. Mais lorsque l'être humain part d'un pays pour aller aider un autre pays et forcer, bref, il s'en va les coloniser, les instruire, les sauver,
Les civilisés, ça, c'est du raciste. Ça, c'est prétendre que ces personnages sont tellement imbéciles qu'ils ont besoin de notre science et de notre intelligence. Et là, on va les sauver. Non, moi, je laisse ceux que j'ai rencontrés dans d'autres pays vivre comme ils vivent, mourir de ce qu'ils meurent. Et lorsqu'à un moment donné, il y a quelqu'un, j'ai connu un Guatémaltèque à un moment donné, qui avait de la vibration, qui avait de l'intelligence. Lorsqu'une personne a génétiquement un corps physique qui lui permet de comprendre autre chose, j'ai même payé son billet d'avion pour qu'il vienne ici, parce qu'il voulait venir ici. Et il est venu travailler ici, il est venu apprendre ici. Et il ne voulait pas retourner dans son pays. Pas parce qu'il était raciste, parce qu'il savait très bien que selon sa vibration, il ne pourrait pas être capable de vivre bien, entouré de gens qui vivent, à son point de vue, mal. Mais à leur point de vue, bien. Il savait très bien qu'il ne pourrait pas retourner au Guatemala pour aller aider son peuple. Un médecin peut aider le peuple en soignant des personnages, d'accord? Vous savez, vous donnez un pot de médicaments. Vous travaillez dans une mission. Vous donnez un pot de médicaments à des personnes qui sont malades et vous leur dites une pilule 3 fois par jour. Et c'est compliqué. Alors, ils prennent tout d'une claque, comme ça, il n'y aura pas besoin d'y penser. Ça, c'est quand ils ne vendent pas sur le marché noir. Alors, vous leur dites, vous venez 3 fois par jour ici, on vous donne une pilule. La personne, elle vient et elle donne son nom. Vous fouillez dans le dossier, savoir à quoi il donner. Puis comme dans ces régions-là de la jungle, il change de nom comme il change de chemise, bien évidemment, il faut que tu l'as photographié à la face si tu veux les reconnaître. En espérant qu'ils ne changeront pas d'os. Ben, ils se maquillent, les autres ici, ils sont civilisés. Ils n'ont pas les petites boucles d'oreilles en or, ils ont les os, mais enfin, ils savent où les mettre. L'hémisphère sud de notre planète est un hémisphère qui, telluriquement, énergétiquement, planétairement, a vécu une expérience traditionnelle qui a permis à la race humaine de sortir d'un phénomène extrêmement descendant que nous connaissons sous la terminologie de la race atlantéenne, et qui a permis la gestation de la race indo-européenne, la race aryenne la première, au niveau du contexte indien et au niveau du contexte sud-planétaire. Et on a vu l'évolution de l'Égypte, on a vu l'évolution de Sumer, on a vu l'évolution d'une panoplie de civilisations qui ont été les supports même de ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est dans le sud que ça se vivait. Est-ce qu'il était raciste? Aucune idée. Chose certaine, c'est qu'il colonisait le nord en maudit. Mais à un moment donné, la 5e sous-race de la race mère blanche, la race viking, a eu ce phénomène vibratoire qui lui a permis d'engendrer des guerriers. Ils ont été conduits par un maître qui portait le nom d'Odin. D'ailleurs, les Ariens ont été conduits par Rama. Et ça a créé évidemment des dieux, Ram entre autres. Et lorsque Odin est descendu avec ses hordes pour conquérir le sud, c'était maintenant une mutation totale à l'échelle de la planète. Le nord commençait à prendre le dessus. Le Sud avait trop d'expérience mémorisée dans les cellules même de sa géologie, donc de l'énergie tellurique de ses sols, autant au niveau de l'Amérique du Sud, autant au niveau de tout l'hémisphère sud. Alors maintenant, il fallait que quelque chose de neuf naisse sur des nouvelles terres. Ces terres-là étaient des terres de glace, des terres froides. Les terres de glace et les terres froides ont dynamisé, ont baissé suffisamment le plan vibratoire de la tellurie, que les mémoires ont été disloquées et ont servi à la gestation d'une race humaine plus forte. Lorsque le Nord a commencé à être colonisé, à être peuplé, le Sud était déjà décadent. Tout à fait décadent. Il n'est pas question de racisme pour parler de l'Inde ou de l'Égypte. L'Inde a été le berceau de notre civilisation spirituelle. Et l'Égypte a été l'un des berceaux de notre civilisation scientifique avec par la suite la Grèce et tout ça. Mais allez en Inde aujourd'hui, allez en Égypte aujourd'hui, allez en Irak, allez à Bagdad, allez dans l'ancienne Babylonie, allez en Judée et observez l'homme là-bas. Il n'est même pas à la hauteur de ses ancêtres. Il a besoin de la technologie du Nord. Il n'est pas à la hauteur de ses ancêtres. Les Chinois, sans la technologie du Nord, ne construiront pas de murs. Les Égyptiens ne savent même pas ce que font les pyramides là. Et les Hindous ont oublié tout de la construction de leur temple. Et si nous regardons maintenant le Nord, où il n'y a pas de temple, où il n'y a pas de pyramide, où il n'y a pas de toutes ces choses du passé, nous avons des centrales nucléaires, nous avons des avions en réaction de ligne,
nous avions des forces militaires qui n'ont rien à voir avec les catapultes romaines, qui sont proches du bas, sont proches, disons, de l'hémisphère sud, mais qui sont quand même évolutifs. Regardez le nord de notre planète, il ne faut pas être raciste pour se rendre compte que, effectivement, le nord de la planète est où, présentement, se vit l'évolution améliorative de l'homme. L'Union soviétique, mais c'est tout à fait génial. Les États-Unis d'Amérique, incluant le Canada, c'est tout à fait génial. Les Japon, et bref, tous ceux qui sont assujettis à l'économie américaine ou l'économie soviétique, mais c'est génial. Ce sont les seuls endroits présentement où on a un contexte qui n'est pas répétitif du passé. Mais allez en Inde, allez en Égypte, allez dans l'hémisphère sud, et vous ne pourrez vivre qu'un contexte traditionnel répétitif du passé. Et tout l'hémisphère sud a besoin de l'hémisphère nord, comme l'hémisphère nord a eu besoin de l'hémisphère sud. Ce n'est pas question de racisme, question d'évidence. Il n'y a pas beaucoup de pays du Sud qui envoient leurs forces militaires et leurs forces de santé pour aller aider les pays du Nord en voie de sous-développement. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. Imaginez-vous l'Afrique du Sud, avec le régime qu'ils ont encore, l'apartheid. Faut pas être évolutif énormément pour qu'en 1987, on vive encore à l'époque de 1787. Où une minorité de Blancs dirige une majorité de Noirs. Qui sont coupables? Les Noirs comme les Blancs. Parce que moi, je serais Noir là-bas, les Blancs, ils dirigeraient pas longtemps. Mais ça a toujours été comme ça. Fait qu'avant de mobiliser des Noirs à changer quelque chose, il faudra que le Nord intervienne. Soit les Américains, soit la France, soit un contexte nord-planétaire. Il faudra qu'eux autres interviennent pour dynamiser quelque chose chez les Noirs de l'Afrique du Sud ou chez les Blancs de l'Afrique du Sud pour qu'à un moment donné, un palier de l'évolution change. Vous savez que ça nuit à l'évolution de la planète, un contexte comme l'apartheid. C'est un poids planétaire à la tradition du passé. Il y en a d'autres régions planétaires qui sont aberrées comme ça. Ils ne resteront pas aberrés longtemps. Ils ne peuvent pas. Même le contexte français est une partie qui est un peu trop traditionnaliste, conservateur. Alors, il n'est pas question de racisme, c'est question d'évidence. Vous avez deux produits chimiques, il y en a un qui est toxique, il y en a un qui est bon. C'est pas question de racisme ou de... Non, vous prenez ce qui est bon. Est-ce que moi, est-ce que... Parce que souvent, on va poser la question, parce que lorsque l'homme ancien, des fois, lorsque l'homme est ancien, des fois, il est ancien en maudit. Alors, il va dire, oui, mais ça veut-tu dire qu'on devrait tout détruire ceux qui sont sur l'hémisphère sud? Ça n'a rien à voir. Ce monde-là ne nous dérange pas. C'est nous autres qui les dérangeons. Les détruire, non. Tout ce qui se fait présentement doit être fait, et c'est correct. Ils vont participer à la guerre du Nord, évidemment, parce que s'il y a une guerre mondiale à un moment donné, c'est dans le Nord qu'elle va être déclarée. C'est-à-dire qu'elle va être déclarée dans le Sud, mais par du monde qui vit dans le Nord. Les détruire, ça n'a absolument rien à voir. C'est comme de dire, un jour, un jeune me demandait à quoi ça sert les iguanes, des animaux nuisibles. Ben, c'est le même phénomène. T'sais. Pourquoi qu'ils ont inventé ça, des sauterelles? Ça sert à rien. Ça sert à rien pour l'homme. Mais pourquoi qu'ils ont inventé l'homme? Il sert à rien pour les sauterelles. Alors pourquoi que l'hémisphère sud, on irait le détruire? Ça n'a rien à voir. Conséquentiellement, écologiquement, au niveau de notre planète, ils jouent tout un rôle, inconsciemment, et ils le jouent bien en maudit. Je ne suis pas raciste. L'évolution améliorative de l'homme, présentement, va vivre un contexte nord-planétaire, un contexte beaucoup plus américain et un contexte beaucoup plus québécois. Et j'ai déjà dit, parce qu'on me posait la question, est-ce que vous dites que c'est au Québec que ça va se passer parce que vous vivez au Québec? Non. Je suis né au Québec parce que c'est au Québec que ça va se passer. Si l'évolution se moque des mémoires, je me souviens que l'évolution devait se faire au nord du Saint-Laurent, protégé par le bouclier canadien. Quel est le sort réservé au sud, sur tous les cantons de l'Est, comme la ville de Granby? Bon. L'évolution est un phénomène énergétique, un phénomène qui a prédominance tellurique et prédominance extraterrestre, c'est-à-dire prédominance, disons, énergético-supramentale. Tout ce qui est sur le côté sud du Saint-Laurent fait partie
de ce qui est extra-bouclier canadien, donc ne fait pas partie du Québec ésotérique. Il fait partie du Québec politique, mais la politique n'a rien compris aux choses. Il a mis des barrières partout, alors on n'a pas compris grand-chose. Qu'est-ce qui va arriver au canton de l'Est? Il va arriver ce qui doit leur arriver. Il y a un paquet de personnes là-dessus qui vont à un moment donné migrer vers le nord, et des personnes du nord qui vont migrer vers le sud. Pas parce que celui qui va vers le nord n'est pas nécessairement celui qui va être conscientisé, être focalisé dans son intelligence. Il y a du monde qui vont être sur l'hémisphère sud aussi, qui vont avoir un contact avec l'intelligence. Sauf que massivement, ça se fera sur le bouclier canadien. Parce que c'est la seule région planétaire qui n'a jamais et qui ne peut pas être ébranlée par un tremblement de terre. Ce qui fait qu'il ne peut pas être brassé par, disons, la régression karmique de l'évolution de notre humanité. La personne veut souvent savoir, alors Granby. Bon, prenons l'exemple de Granby. Est-ce que ça va sauter? Y aura-t-il une bombe nucléaire là? Y aura-t-il ceci? Y aura-t-il cela? Ça va se battre autant dans le nord que dans le sud. Alors, qu'est-ce qui va arriver? On me demande de faire des prophéties. Je ne fais pas de prophéties. Je ne dis donc rien. Ça ne m'intéresse même pas. J'irai pas vivre à Granby. C'est pas plus simple que ça. Mais la personne qui se dit, oui, mais si on va vivre dans le nord, ça veut dire que dans le sud, ils vont tous sauter s'il y a un apocalypse, pis ci, pis ça. Faites-vous-en pas. Mais s'il y a une guerre, ça va partir d'un côté de la planète pour aller de l'autre bord de la planète. Et puis, il y a le bouclier canadien entre les deux. Alors, comme on sait très bien que la technologie, vous savez, les avions tombent en temps de paix, mais ils vont tomber en temps de guerre aussi. Puis normalement, ils tombent entre leur point de départ et leur point d'arrivée. Alors, la personne qui se dit, ben, je vais migrer vers le nord, c'est le point sécure, c'est ceci, c'est cela. Non, la sécurité, elle est là-dedans. Elle n'est pas dans un contexte géographique. On n'a pas le temps pour le reste, hélas. La semaine prochaine, on a une conférence qui est demain, l'avenir. L'homme sans peur. L'homme sans peur, oui. Eh bien, merci, Daniel. Oui. Je demande au tous les gens qui sont inscrits au PMC+, de demeurer dans la salle quelques instants, s'il vous plaît.